Connexion. Voilà, ça a démarré. Et donc, bienvenue à Myriam. Voilà, je pense que je Merci, vais... merci, bonsoir. Bonsoir. La vidéo. Je pense que vous avez l'habitude de toute façon des rencontres en vidéo. Donc, on évite, enfin, à partir du moment où il y a trop d'échanges simultanés, on ne s'entend plus. Euh, on n'est pas très nombreux, donc on peut peut-être essayer de ne pas trop se couper la parole, sinon on en viendra au lever de main pour pouvoir voilà, que nous soit donné la parole, mais je pense qu'on ne sera pas obligé d'en arriver là. Voilà. Et donc, je vais laisser Mélanie, donc Mélanie Biette, qui est la chargée de mission sur le plan climat, air, énergie territoriale, voilà, qui vous présente le plan. Je vais, On n'est voilà, pas loin on est l'une dans de le même l'autre, en espace, fait. en fait. Voilà. Et donc, je vais lui laisser la parole. Voilà. Et donc, je vous coupe et je vous dis à tout à l'heure. Donc, bonsoir à toutes et tous. Ouais, coupez le son. Juste pour avoir une idée, il me semble que je vous ai tous vus en réunion. Est-ce que vous faites tous partie du groupe qui suit déjà le plan climat et le plan de mobilité? Oui. Moi, oui, je pense. Oui. Moi, je Oui, suis. moi aussi. On a D'accord, coupé toutes les deux très le bien, très son. bien. Voilà. Je suis plus le plan climat, le PLUIH que le PCAET, mais ceci étant. Donc, c'est pas Donc, inutile que je fasse un récapitulatif de la non, démarche non, de non, non, la non, 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 genèse non, non, jusqu'au... non, non, non. Voilà. Non, parce que le PCAET, c'est quand même connu, hein. Et puis, on s'est déjà vu plusieurs fois. Donc, on va faire un récap accéléré pour se garder du temps quand même, parce que je trouve que c'est important voilà, dans la définition des objectifs, dans l'historique de comment c'est créé cette architecture de plan d'action, et puis de pourquoi est-ce qu'on vous sollicite aujourd'hui, d'avoir un petit peu toute cette histoire-là qui a quand même commencé il y a déjà 3 ans. Alors, ça peut paraître long, mais c'est vrai que effectivement, comme on travaille avec le PLUIH et le plan de mobilité, eh ben, forcément, on a quelque chose de beaucoup plus complexe à mettre en œuvre, mais après, ben, on l'espère en tout cas au résultat final, beaucoup plus cohérent. Donc, je vais vous partager mon document. Non, il faut que j'ouvre d'abord mon format. Là. Bien sûr, c'est pas la bonne. Je ne sais pas ce que vous voyez du coup. Moi, je vois pas. Je ne vois pas ce que vous voyez. C'est ça qui est assez formidable en fait. Je ne sais pas. On voit bien, hein. Eh Oui. bien, c'est super parce que vous voyez, mais moi, je ne vois pas. Ah, c'est plus difficile à commenter. Ouais, ça y est. Euh, c'est tout. Alors, là, juste pour vous dire, donc, la démarche diagnostic et stratégie, on va y passer assez peu de temps du coup. Passer peut-être un peu plus de temps sur la structuration des programmes d'action et puis sur les prochaines étapes et votre contribution possible. Donc, la démarche, donc, je viens d'en parler, c'est un plan climat avec un PLUI-H qui a son importance, le H, parce que c'est le programme local de l'habitat, donc c'est tout ce qui est détermination de l'habitat et de comment on le génère, de quels sont les besoins et comment on y répond sur le territoire. Donc, évidemment, dans la transition écologique, ce n'est pas neutre, de même qu'un plan de mobilité et de la façon dont on aménage le territoire.
Donc voilà, ces 3 plans démarrés en avril 2021. Et on l'espère quand même, sans avoir de spoiler sur la fin de truc, de ce diaporama, arriver à une étape finale pour l'opérationnalité, on va dire, pour le plan climat, début 2025. Alors, dans un plan climat, si on part vraiment de la base, qu'est-ce qu'on regarde? À quoi ça sert? Globalement, un plan climat, c'est fait pour lutter contre le réchauffement climatique, et donc sous 2 axes. Ce qu'on appelle l'axe atténuation, donc c'est comment on diminue les émissions de gaz à effet de serre par la sobriété énergétique, par la production d'énergie renouvelable et par la séquestration, et comment on adapte le territoire à ce dérèglement climatique qui est, je pense que tout le monde l'a expérimenté aujourd'hui, déjà une réalité. Petit focus sur le plan de mobilité, parce que le plan de mobilité, il fait partie intégrante, en fait, c'est une brique, c'est la brique mobilité du plan climat. Donc, il est vu comme tel en termes d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, mais il a aussi d'autres objets, dont un objet important qui est le droit à la mobilité, le besoin des populations. Et puis aussi, il regarde ce qui se passe sur le territoire et ce qui se passe en conjonction avec les territoires limitrophes. Alors, où est-ce qu'on en est sur cette démarche? Donc, après la phase de diagnostic, il y a une stratégie qui a été, que je vais vous présenter là aussi, hein, qui a été déterminée. Donc, cette stratégie, elle est très dépendante de la stratégie globale de la France, qui est décrite dans la stratégie nationale bas carbone. Et ensuite, là, on est en pleine construction du programme d'action, donc avec une mise en œuvre, on l'espère, dès 2025, sachant qu'il y a quand même, vous allez le voir dans ce programme d'action, plein de choses qui sont déjà démarrées, et heureusement pour nous. Juste une petite, c'est vrai, par rapport à, par exemple, un PLUI qui va être mis en œuvre par les communes et l'agglo, un plan climat, effectivement, ça concerne tout le monde sur le territoire. Donc ça, c'est quand même, et tout le monde peut porter des actions, tout le monde peut être moteur, et d'ailleurs, tout le monde doit porter des actions et doit faire des choses si on veut arriver à un résultat cohérent. Et donc, LTC a un rôle particulier. En fait, le PCI est toujours désigné animateur de la démarche. Donc, c'est à nous de mettre en œuvre les conditions de réussite. Et c'est vrai que du coup, on a quand même, en termes de structure, un devoir d'exemplarité. Donc, en termes de diagnostic, je trouve que ce schéma, il est très, très parlant. C'est la température moyenne sur la station de météo de Ploumanac depuis les années 50 jusqu'à nos jours. Et donc, voilà, vous avez une échelle de coloration et on bat, en fait, tous les ans, presque depuis 2020, des records. Donc, voilà, il parle de lui-même et je pense que ça permet de rappeler aussi pourquoi on fait ça et pourquoi on est là. Alors, en termes d'objectifs, pour vous montrer un petit peu ce qu'on nous donne comme objectif, ce que la loi nous donne comme objectif et où notre territoire en est. Donc voilà, sur les émissions de gaz à effet de serre, alors je pense que vous avez très certainement entendu parler du ZAN, du zéro artificialisation nette, parce qu'on en parle beaucoup. Et ben, c'est le pendant, c'est le zéro émission nette en 2050. Ça veut dire le territoire n'émet pas plus que ce qui produit en termes de gaz à effet de serre. Donc, en orange, là, vous avez la courbe de ce que notre territoire doit atteindre comme objectif. Et en noir, pointillé, vous avez la courbe tendancielle de notre territoire. Donc, il y a une belle marge d'amélioration et effectivement, on n'est pas sur la bonne trajectoire. Donc, on doit faire en sorte de s'améliorer là-dessus. Et la stratégie et le programme d'action doit être designé pour y arriver. Alors,
Effectivement, quand on a cet objectif global, après, si on découpe en secteurs, en fait, on n'a pas. Alors déjà, sur notre territoire qui est rural, on a une grosse part des émissions qui sont dues à l'agriculture, donc 50%. Et ensuite, c'est réparti à peu près moitié-moitié entre résidentiel, donc on y inclut le tertiaire, hein, et les transports. Très peu d'industrie chez nous. Et en fonction des secteurs, effectivement, l'enjeu n'est pas le même et l'objectif n'est pas le même non plus. Par exemple, que ce soit pour les transports ou le résidentiel et le tertiaire, l'objectif, c'est bien la décarbonation totale. Par contre, donc c'est zéro émission. Pas zéro émission nette, zéro émission tout court. Sur l'agriculture, effectivement, comme les émissions ont la particulier de ne pas être des émissions qu'on appelle énergétiques, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas liées à l'énergie, ou peu liées à l'énergie qu'on utilise, mais elles sont très majoritairement, c'est des émissions qui sont produites par les animaux. C'est du méthane qui est produit, et ce n'est pas du CO2, comme ça peut l'être majoritairement pour le reste des gaz à effet de serre produits. Et donc, si on a des animaux sur le territoire, et notamment des bovins, qu'ils soient à l'herbe, qu'ils soient dans des bâtiments, qu'ils soient, voilà, on aura forcément une production de gaz à effet de serre. Donc, effectivement, l'objectif de décarbonation de l'agriculture, il n'est pas zéro émission, parce que zéro émission, ça veut dire, en gros, zéro élevage. Est-ce que je peux poser une question? Bien sûr. Par rapport à l'agriculture, il y a aussi tout ce qui est engrais azoté, Oui, qui produit du protoxyde d'azote. J'imagine que c'est intégré également dans… Oui. Ouais, ok. Oui, tout à fait. Il y a méthane, il y a protoxyde d'azote, et puis après, il y a CO2. On a une particularité en termes d'agriculture sur notre territoire, c'est qu'au niveau de l'énergie utilisée, ça représente une part non négligeable, ce qui n'est pas forcément le cas sur d'autres territoires, parce qu'on a 150 hectares de serres, et de serres qui sont chauffées au gaz. Et effectivement, le protoxyde d'azote fait partie, mais la grande majorité des gaz à effet de serre de l'agriculture, 80%, plus de 80%, c'est du méthane. En termes d'équivalent CO2, donc ça veut dire parce que le protoxyde d'azote est très… mais voilà. Ramené en tonnes équivalent CO2, c'est effectivement le méthane qui est notre principal émetteur. Et pour vous donner un autre objectif, parce que voilà, il y a, comme je vous l'ai dit, un objectif d'atténuation, donc l'atténuation qu'on fait en utilisant moins d'énergie, et aussi en comment on produit l'énergie qui est nécessaire, donc notamment la production d'énergie renouvelable locale. Donc vous voyez notre trajectoire tendancielle toujours en noir pointillé, et ce que le schéma régional d'aménagement et de développement et d'égalité des territoires de Bretagne nous donne comme objectif. Là aussi, on a beaucoup de questions à se poser sur quoi mettre en œuvre pour modifier cette trajectoire. Donc voilà en termes de diagnostic, ce que je peux vous donner comme grands éléments. Je pense que, je ne sais pas si je t'avais transmis les éléments de diagnostic, le petit diagnostic 3 plans, qui est un peu plus complexe que ça. Cette là. Les membres de l'équipe Catherine, Dominique est franchement membre du collège. Et je pense que mais de toute façon, c'est des diagnostics qu'on trouve sur le site. Oui, tout à fait, ouais. Des téléchargeables. Et après, Dominique, vous êtes averti, puisque vous êtes quand même en commission 4, donc vous êtes au fait des sujets. Oui, je peux pas donner une petite remarque. Quand on parle de l'agriculture, il n'y a que 17 à 18% qui est d'origine fossile, le CO2. Sinon, c'est du CO2 du cycle naturel du carbone. Et à mon avis, ça fausse un peu les choses, parce que ce qui fait le dérèglement climatique, c'est le CO2, c'est le carbone qui vient des fossiles, hein, qui était dans le sous-sol et qu'on émet dans l'atmosphère et qu'on additionne au carbone naturel.
Et donc, le poids de l'agriculture devrait être beaucoup plus faible que ça. Euh, ça me gêne toujours. Mhm. J'en ai parlé à l'OEB, mais j'ai pas eu de réponse vraiment nette là-dessus. Parce que si on tient compte que du CO2 fossile, c'est surtout le transport, hein. C'est surtout le transport. Encore une fois, en agriculture, chez nous, il y a vraiment 20% de l'énergie utilisée sur le territoire est utilisée pour le chauffage des serres. Oui, Et non, la mais cogénération, parce qu'il faut savoir qu'une grande partie de l'électricité produite localement l'est en cogénération, c'est-à-dire qu'on brûle du gaz pour produire de l'électricité qui chauffe les serres en même temps. Mais voilà, il faut savoir que c'est une particularité de notre territoire. oui, mais il faudrait pouvoir séparer justement tout ce qui est lié au CO2 fossile dans l'agriculture, les carburants, les engrais chimiques, les chauffages de serre. Ce serait intéressant d'avoir ça, parce que c'est là surtout qu'il faut lutter. Parce que la fermentation entérique ou la respiration des vaches, pourquoi pas la respiration des humains aussi, hein. C'est quand même Mm. 5% du CO2 de l'atmosphère. Donc, Et c'est pour ça qu'aussi, vous verrez dans les scénarios, nous, on a mis en avant euh, qu'effectivement, on ne souhaitait pas sur notre territoire promouvoir moins d'agriculture et moins oui, d'élevage, oui, notamment moins d'élevage extensif, ce qui est plutôt le cas de notre territoire. On est plutôt sur une zone d'élevage bovin à l'herbe. On souhaite pas, des élus de l'agglo ne souhaitent pas voir disparaître ces élevages bovins à l'herbe au profit de plus de culture, par exemple. oui, oui, Parce mais qu'on c'est sait c'est que ça raisonnable. se fera pas forcément au profit du climat et forcément au détriment de la qualité de l'eau, notamment sur laquelle il y a eu un gros travail depuis 30 ans. Oui, oui, je suis d'accord. Et effectivement, les chiffres, nous sont fournis par Airbres et l'OEB. C'est un travail qui est fait régionalement et sur lequel voilà, c'est normé, normalisé. Et nous, on n'a pas la main sur ce type de chiffres parce que c'est vrai que c'est assez fastidieux à produire, quoi. Donc, c'est mutualisé au niveau régional. Mais effectivement, je partage le constat et il faut le savoir. Voilà, c'est vrai que sur l'agriculture, il y a cette particularité. Donc, sur le scénario, c'est pour vous dire, alors, il me semble que certains d'entre vous y ont participé à ces 3 séminaires d'octobre, novembre et décembre 2022. Ces séminaires-là, ils ont réuni des élus, des partenaires. Alors, il y avait le groupe qui suit les 3 plans au Conseil de développement, mais il y avait aussi les chambres consulaires, il y avait les services de l'État. Et ça a été assez riche. Il y en a eu 2 sur l'atténuation et il y en a une sur le dérèglement climatique. Parce que même si vous verrez, c'est quelque chose qui n'est pas chiffré en fait dans les scénarios. C'est quelque chose de non chiffrable. Donc, on ne touche pas du doigt en termes d'objectifs. Par contre, il y a quand même derrière de grands enjeux à adapter notre territoire au dérèglement climatique. Donc, je ne sais pas si, est-ce que certains d'entre vous ont entendu parler des scénarios de l'ADEME qui s'appelle Transition 2050. Ces scénarios, en fait, ils laissent avoir des futurs en 2050 en fonction de qu'est-ce qu'on peut choisir comme voie pour décarboner et pour s'adapter. Et donc, ça va d'un côté à ce qu'ils ont appelé génération frugale, donc à une très grande sobriété parfois subie, jusqu'à une société très techno où on fait le pari, parce que c'est un pari, que la technologie pourra se révéler la solution à toutes nos émissions et qu'on ne change pas nos modes de vie. Oui, j'ai vu les Donc, 4 on a scénarios. travaillé en local sur, alors pas ces scénarios, mais quelque chose qui ressemble. Et effectivement, ce qui en ressort, c'est c'est ni l'un ni l'autre. En fait, c'est quelque chose qui combine les deux, quoi. C'est plutôt équilibré. C'est plutôt rassurant de mon point de vue, puisque tout le monde était d'accord pour dire
que effectivement, il va falloir changer nos modes de vie, que peut-être qu'on va pouvoir compter dans l'avenir sur la technologie, mais que ce n'est pas sur ça qu'il faut miser premièrement. Comme je vous le disais tout à l'heure, le plan mobilité constitue la brique mobilité du plan climat, même s'il est travaillé en tant que tel. Et puis, donc, le plan d'action qui en découle, eh ben, il respecte l'ambition de chaque thématique. Donc, sur le logement, si on souhaite respecter donc, les objectifs qui nous sont donnés, et si on regarde quelque chose qui, par rapport à notre territoire, pourrait être, alors, je ne sais pas si c'est, on ne peut pas vraiment dire réaliste, parce que ça reste extrêmement ambitieux, mais on va dire adapté à notre territoire. Il faudrait qu'on réalise 20% de rénovation globale de logements, soit 1250 logements par an, des rénovations standards de 10% du parc de logements, soit 8000 logements. Et tout ça, ça veut dire qu'on multiplie par 10 ce qu'on fait aujourd'hui. En plus de ça, on compte sur une adaptation des comportements de 15% à peu près d'économie d'énergie. Ça, par contre, on a vu avec la crise de l'énergie que c'était possible. Et puis, un renouvellement de 50% des appareils biomasse et des chauffe-eau. Ça, c'est un gain d'efficacité. Il y a plusieurs leviers sur lesquels on peut travailler. La sobriété, l'efficacité, c'est-à-dire on va avoir des choses qui sont plus efficaces dans leur fonctionnement. Et puis après, le renouvelable. Donc, la rénovation et le changement d'appareil, c'est de l'efficacité. L'adaptation des comportements, c'est de la sobriété. Et donc, ça, c'est quelque chose. Oui. J'ai juste une petite question. Je voulais savoir, qu'est-ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'il y a derrière appareil biomasse? Appareil biomasse, c'est. Alors, ce qui est Ouais. ciblé là, notamment, c'est tout ce qui est foyer ouvert. Ouais. Donc, tout ce qui est cheminée, insert, qui sont assez peu efficaces, avec une combustion assez peu efficace et qui émettent beaucoup. Et notamment, là, ce qui est visé également en combinaison, c'est les particules fines. Donc, Ouais. c'est tout ce qui est qualité de l'air. Qualité de l'air. Donc, voilà le scénario sur tout ce qui est logement. Alors, pour vous le dire, c'est celui où c'est à la limite le plus simple d'y arriver. Donc, c'est pour le préparer psychologiquement à la suite des scénarios. Sur le tertiaire, je ne sais pas si vous avez entendu parler du décret tertiaire. Le décret tertiaire qui oblige toutes les surfaces de plus de 1000 mètres carrés à faire un gain, en tout cas une baisse des consommations d'énergie de 40% en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050. Par Donc, rapport à une année de référence. par rapport à une année de référence. Et on est parti sur effectivement la même chose pour tous les bâtiments tertiaires, qu'ils soient petits ou grands. Ça semblait difficile pour nous de décorréler les choses. Voilà. Bon, les 40% sont atteignables, mais le reste, après, est Les difficile. 40% sont atteignables avec un combo souvent travaux et sobriété. Oui. On le sait pour avoir fait des expérimentations ici. Au-delà de 40% de gains, soit c'était une vraie passoire et là, c'est plutôt facile, mais sinon, c'est relativement difficile à atteindre. Il faut que ce soit des bâtiments très performants. Je continue sur l'agriculture. Donc, on table, comme dans la population globale, une baisse de 15% des consommations d'énergie en agriculture, donc avec de l'efficacité et de la sobriété. On l'a marqué comme ça, l'intégration du constat de 10% de chute du cheptel bovin. Parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Le cheptel bovin, à l'échelle France et à l'échelle Bretagne encore plus, diminue drastiquement. Donc, on sait qu'à l'horizon 2030, probablement qu'il y aura même plus que 10% de chute du cheptel bovin. Donc, quelque part, on va atteindre nos objectifs d'émissions de gaz à effet de serre, mais je ne suis pas sûre qu'il faille totalement s'en réjouir. Les élus pensent que
que le travail qui est mené aujourd'hui avec les agriculteurs sur la qualité de l'eau doit se prolonger sur le climat, sur des systèmes bas carbone et sur l'adaptation au changement climatique pour aider justement cette agriculture à se maintenir sur le territoire. Et effectivement, une baisse, on a parlé du protoxyde d'azote, des émissions de N2O, notamment dans la réduction des intrants, c'est-à-dire comment est-ce qu'on minimise l'apport de fertilisants de synthèse. Si on passe sur les transports, il y a plusieurs leviers. Effectivement, on peut jouer sur la demande de transport, c'est-à-dire combien chacun d'entre nous se déplace. On peut jouer sur le report modal, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser ma voiture, je vais utiliser des transports en commun ou un mode actif, le vélo, la marche. On peut jouer sur le taux de remplissage, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on a à peu près 90% des véhicules qui circulent avec un conducteur à l'intérieur. On peut jouer sur l'efficacité énergétique, c'est l'efficacité de la voiture, c'est-à-dire elle utilise moins d'énergie par kilomètre parcouru. Et puis sur l'intensité carbone de l'énergie, c'est-à-dire on utilise plutôt une énergie décarbonée, donc en France, l'électricité, pour se déplacer au lieu d'une énergie fossile. Donc voilà, c'était quelle intensité on donne à chacun de ces leviers. Donc le comité de pilotage et les groupes de travail étaient plutôt d'accord pour dire que dans notre territoire, le report modal, notamment, c'était quelque chose qui était difficile à faire. Parce que dans un territoire rural, on n'a pas que des petites distances à parcourir, on a quand même pas mal de grandes distances à parcourir, notamment pour aller au travail ou pour aller étudier. Et que là, c'est difficile quand on a des densités assez faibles de reporter pour des grands trajets sur des transports en commun, pour des plus petits trajets sur la marche ou le vélo. Par contre, il y avait une grosse carte à jouer sur le taux de remplissage, c'est-à-dire travailler sur le covoiturage. Et puis, qu'il ne fallait pas négliger la demande de transport, c'est-à-dire le fait que les gens choisissent en conscience de moins se déplacer, de combiner leurs trajets, d'optimiser. On sait que de toute façon, avec le prix du carburant qui évolue, c'est quelque chose qui se fait déjà. Et enfin, l'efficacité énergétique et l'intensité carbone sont restés au niveau moyen parce que c'est des leviers qu'on n'a pas vraiment à l'échelle locale. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un transfert de 20% des déplacements de la voiture vers d'autres modes. Donc, on compte plus sur les modes doux que sur les transports en commun, notamment sur tous les déplacements de moins de 5 km. Une réduction de 8% de la distance moyenne de déplacement, le fait qu'un actif sur 5 télétravaille 2 jours par semaine, que 20% des kilomètres de véhicules soient effectués en véhicule électrique. Donc, ça veut dire à peu près 15% de véhicules électriques du parc. Je crois qu'aujourd'hui, on est à 2% péniblement. Oui. Et que 35% des personnes qui travaillent en dehors de leur commune covoiturent pour venir au travail. Si je peux faire un commentaire, Oui. Si on avait 20 millions de voitures électriques en France, qui faisaient 20 000 km par an, avec une consommation électrique de 20 kWh au 100 km, ce qui est beaucoup. Moi, je fais beaucoup moins avec ma voiture électrique. Ça correspondrait seulement à 18% de la production électrique française. Donc, c'est quelque chose qui est très, très réducteur d'énergie et de gaz à effet de serre, et qui est faisable. Par contre, c'est quelque chose sur lequel, hormis, on va voir par exemple le schéma des bornes, Oui. des bornes de recharge, on a assez peu la main au niveau local.
Et sur le transport de marchandises, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est quelque chose qu'on connaît très mal en fait sur le territoire. Donc, tous ces calculs-là, ils sont faits à partir d'extrapolation pour respecter ce qu'on nous demande, mais aujourd'hui, ils ne reposent pas sur une réalité. C'est vraiment un axe de travail du prochain plan de mobilité que de mieux connaître le transport de marchandises sur le territoire. Mais aujourd'hui, dans les évaluations que vous avez faites, vous connaissez le poids entre la part, disons, des déplacements individuels et celle du transport de marchandises je dirais, dans les tonnes de CO2 liées au transport? Eh bien, mon collègue qui s'occupe du PDM pourrait certainement vous le dire. Et moi, je ne sais pas. Si, J'ai peur de vous dire des bêtises. Il me semble que la part du transport individuel est bien majoritaire, c'est sûr. Mais j'avoue que je ne sais plus si c'est 60 ou 80% sur le territoire. Mais ça a été il va- détaillé par un bureau d'études qui a travaillé pour LTC, Altéréa, Ouais, peut-être. ouais. Je crois que c'est détaillé entre transport de Mm. marchandises et transport de passagers. C'est très net, je l'ai vu. C'est sûr que c'est majoritairement le transport, les déplacements individuels. Et sûr aussi, c'est qu'on a plus de leviers à l'échelle de la collectivité pour travailler sur le transport individuel également. Ouais, je suis d'accord. C'est pas pour ça qu'il faut négliger le transport de Oui, marchandises. non, mais certainement. Moi, j'ai juste une remarque, mais bon, ce n'est pas l'objet de la réunion, mais je la fais quand même. J'ai déjà eu l'occasion de la faire dans d'autres, au niveau des réunions des trois plans, mais sur l'aspect covoiturage, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi on se focalise sur les personnes qui travaillent. Parce que sur les territoires, il n'y a pas que les personnes qui travaillent, qui se déplacent, il y en a beaucoup d'autres. Et je pense il faut élargir un peu les objectifs. Enfin, moi, à mon avis, il faudrait élargir les objectifs sur cette cible-là et, et essayer d'embarquer tout le monde dans l'objectif de plus covoiturer. Ouais. Il y a eu des expérimentations faites avec des applications et puis des arrêts pour les covoiturages. Mm. Je ne suis pas sûr que ça a donné grand-chose, en fait. Non, mais je pense qu'il faudra aller voir aussi ce qui se fait pour les territoires d'à côté. Je vois le pays de Morlaix, le pays des Abers, ils ont développé ce qu'ils appellent des lignes de bus de covoiturage. Donc, c'est une autre façon d'essayer d'inciter les gens à covoiturer. Bon, il y a des expérimentations un petit peu partout. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur le territoire de LTC. Pour ce qui existe aujourd'hui, on est très concentré sur les applications domicile-travail. Ouais. Moi, je pense que c'est pas suffisant et qu'on n'y arrivera jamais. Si on reste focalisé juste sur ces outils-là, quoi. Je pense qu'il faudra élargir un peu, faudrait sans doute élargir un peu le spectre si on veut qu'il y ait davantage de covoiturage, justement. Oui, il y a des collectivités qui sont accompagnées pour mettre en place ces lignes de covoiturage avec des arrêts, en fait, comme pour les bus. C'est extrêmement intéressant. Ouais, enfin, c'est un exemple, mais je pense oui, oui, il y a beaucoup d'initiatives, je pense, sur d'autres territoires dans ce Oui. domaine-là. Juste, je me permets de revenir sur ce qui était dit concernant les véhicules électriques. Il y a quand même d'autres possibilités pour aider à l'usage du véhicule électrique. C'est vrai que c'est pas évident, loin de là, à ce que les foyers s'équipent en véhicule électrique. C'est peut-être pas non plus ce qu'il faut viser. Mais la mutualisation de véhicules électriques peut être une solution à la main d'une collectivité, en fait, à partir du moment où on met à disposition en location, au même titre que des vélos. Évidemment, ça nécessite de gérer, mais il y a quand même des moyens d'agir pour développer l'usage. Et là, on est clairement dans quelque chose de très efficient parce qu'on est sur de la mutualisation de voitures et donc un usage intensif d'une voiture électrique avec le partage, quoi. Et une expérimentation, j'imagine vous l'avez lu dans la presse aussi, qui a commencé à Langoite. Hein. Langoite a mis à disposition de ses habitants une voiture électrique en autopartage. Mm. Et
Et c'est quelque chose qui est prévu d'expérimenter effectivement dans le futur plan de mobilité. Ok. L'autopartage. Et l'autopartage, évidemment, se fera pas autrement qu'en véhicule électrique. On va terminer sur les voitures électriques et la tendance. On parlait tout à l'heure de 1,5%, c'est-à-dire 600 000 véhicules pour 40 millions de véhicules globalement en France. Et en 2020, ça c'était en 2022. En 2023, c'est 1 million de véhicules, c'est-à-dire 2,5% du parc. Ça, la tendance est quand même. La tendance est à la hausse, oui. Oui. Donc, voilà ce que ça donne en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et peut-être pour vous donner quelque chose un peu plus sensible, voilà ce que ça peut donner en termes de part modale. Ce qu'on souhaite faire vraiment régresser, parce que les élus pensent, et au niveau technique, les conseils qu'on a, ça part quand même beaucoup là-dessus, c'est que c'est notre gros levier, il est sur la voiture particulière avec une personne dedans qui est le conducteur. Ce qu'on souhaite faire régresser, c'est la voiture particulière avec le conducteur et augmenter la voiture avec plusieurs passagers et aussi, dans une moindre mesure, les transports en commun, le vélo et beaucoup la marche. Parce que collectivement, on ne fait pas tous que des grands trajets. On fait plein de petits trajets pour aller chercher du pain, pour aller chercher ses enfants, pour aller à la médiathèque. Et il y a vraiment un effort à faire là-dessus et la collectivité a son rôle à jouer dans l'incitation à ça. Et là, quand tu parles de collectivité, c'est vraiment au sens large parce que on va se situer, évidemment, l'agglo jouera son rôle, mais à l'échelle de la commune aussi. Et de quel aménagement on met en place pour favoriser ces déplacements. Donc là, il y a une grande attention aussi à avoir dans les années à venir sur l'adaptation à ces changements qu'on souhaite, c'est-à-dire à ne pas construire un lotissement à Tataouine où il faudra forcément la voiture pour venir, je ne sais pas, faire tout d'ailleurs, emmener les enfants, chercher du pain, tout ce que vous voulez, tout ce qui peut être fait dans un bourg, comment on ramène des commerces de proximité, et puis comment on évite la maladaptation, c'est-à-dire qu'on pense la route avec la voiture, mais qu'on pense aussi à quel cheminement vélo ou piéton pour arriver jusqu'à ces lieux où on doit se rendre. Et comment on travaille l'intermodalité aussi, c'est-à-dire les lieux où on peut passer de la voiture à du covoiturage, à du vélo, à un autre mode de transport, ou à du transport en commun. Parce qu'on sait aussi que ça passera probablement par pas que je fais tout mon trajet en vélo ou je fais tout mon trajet à pied, mais je rejoins en vélo un endroit où je peux covoiturer, où je peux prendre un transport en commun. C'est beaucoup plus entendable aussi, quoi, parce que on a beaucoup la remarque d'habitants ou d'élus qui nous disent bah oui, mais vous ne vous rendez pas compte, quand on est milieu rural, moi, je ne viendrai pas à Lannion à travailler en vélo. Ce n'est pas ce qu'on demande non plus. Là, les pourcentages qui sont affichés sur un tel graphique, c'est des kilomètres qui sont à la base. Là, c'est des parts modales. C'est-à-dire, quel est le moyen de transport utilisé pour un déplacement? Ah oui. Ok. C'est pas du voyageur kilomètre. Ok. Et excusez-moi, le slide d'avant est passé très vite. Je n'avais pas eu le temps de voir. Ah oui, d'accord. C'est mignon. Ok. Merci. Et voilà, et donc la dernière partie du scénario, c'est comment ce qu'on doit produire comme énergie, on le produit avec des énergies renouvelables. Donc on a, en termes d'énergie renouvelable,
Si on veut simplifier, on a ce qu'on appelle les énergies renouvelables thermiques, donc celles qui vont servir à se chauffer, le bois, le gaz renouvelable. Et puis, on a les énergies renouvelables électriques, donc qui vont servir plutôt à produire de l'électricité, où on va retrouver l'éolien, le solaire photovoltaïque. Sur les énergies utilisées, le bois, c'est l'énergie renouvelable majoritairement utilisée sur le territoire. C'est à peu près le même profil que dans les autres territoires bretons. Il y a beaucoup de gens qui ont des cheminées ou un poêle. Vraiment, c'est ça. La collectivité a beaucoup travaillé sur des projets de chaufferie bois. Aujourd'hui, on sait que en termes de développement, on ne va pas pouvoir aller beaucoup plus loin si on souhaite respecter un équilibre entre la ressource et l'utilisation du bois sur le territoire et la production de bois sur le territoire. Donc, on est parti sur plutôt un tendanciel. Et par contre, on pêche beaucoup sur les énergies renouvelables électriques. Et en termes de gisement sur le territoire, on n'a pas beaucoup de zones où on peut installer de l'éolien parce qu'on a une grosse voie de passage aérien. Et le mitage de l'habitat fait que si on fait des ronds autour de 500 mètres de toutes les habitations, eh bien, il ne reste plus beaucoup de place pour mettre des éoliennes. Ou alors peut-être une de temps en temps, ce qui n'est pas forcément intéressant pour les développeurs parce que ce n'est pas très rentable, et pas forcément intéressant pour les habitants parce que si on fait du mitage paysager de la même manière en mettant des éoliennes dispersées un petit peu partout, ça peut être assez dérangeant de voir des éoliennes à 360. Donc, au final, il reste quelques zones où il y a des projets en cours. Et il y a des projets aussi je cherche un nom en français, de repowering, Oui, des anciennes éoliennes qu'on remet au goût du jour, quoi, en fait. oui, qu'on Recyclage. augmente la puissance. Voilà, et on On augmente la garde le puissance cycle en et on même temps augmente la parce puissance. qu'aujourd'hui, on sait faire des machines plus puissantes. Donc, avec ça, on va gagner. C'est un gros potentiel à chaque fois qu'on installe une éolienne. C'est quand même un gros potentiel d'énergie renouvelable. C'est 2,5 mégawatts. Aujourd'hui, en fait, notre seul salut en termes d'énergie électrique, c'est le solaire photovoltaïque. Il y a un grand potentiel offshore hein, Alors, qui avait été après, déterminé par la préfecture maritime il y a quelques années de 500 mégawatts au-delà des triagos. oui. Et effectivement, on a toujours, alors elle était partie, elle est revenue avec la crise de l'énergie, une zone hein, qui était délimitée, on va dire, au nord entre Baie de Morlaix et Baie de Lannion. Et effectivement, les études, il y a une consultation en cours en ce moment d'ailleurs sur le schéma, alors comment il s'appelle celui-là? Le schéma régional de la mer et je ne sais plus, tu sais pas toi. Enfin bref, il y a un schéma régional en fait qui gère tout ce qui est maritimité puisque c'est du domaine de l'État. C'est délégué à la région. Et donc, effectivement, l'énergie, ça c'est sur toutes les utilisations maritimes et l'énergie en fait partie. Et effectivement, cette zone est revenue. Donc, normalement, elle fera partie des prochaines zones étudiées. Parce que ce n'est pas forcément évident. Elle se situe entre des zones Natura 2000 de conservation et le rail, qui ne permettrait pas d'installer des éoliennes. Mais on sait qu'aujourd'hui, on ne connaît pas le potentiel. Et petite subtilité complètement administrative, comme ce domaine n'est pas dans l'agglo, puisqu'on n'est pas sur la bande de rivage, et s'il y avait un potentiel et des éoliennes qui étaient mises, l'énergie produite ne serait pas affectée à notre territoire. Voilà. Il reviendrait au niveau national. Donc, il ne compte pas dans nos objectifs. Voilà. Il faut qu'on trouve ailleurs. Et donc, on est obligé de trouver au sol.
Et à vrai dire, c'est du coup une grande gageure de se dire qu'à l'horizon 2030, il faudrait qu'on trouve l'équivalent de 78 hectares couverts en panneaux photovoltaïques, que ce soit en ombrière, sur des parkings, au sol, sur des friches ou des anciens délaissés de, de carrières ou de décharges ou sur des toitures. Est-ce que c'est le document stratégique de façade maritime? Oui, c'est ça. Voilà. Merci. Alors voilà pour la stratégie. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette stratégie? J'ai juste une remarque. La loi Allure de 2014, c'est-à-dire il y a 10 ans, a entériné le fait qu'on ne pouvait pas construire en extension hors des bourgs. Mais ceci dit, c'était déjà mis en œuvre bien avant la loi Allure. Et donc, on a peu de risque de construire des lotissements à 800 mètres du bourg maintenant. Oui, tout à fait. Ouais. Moi, j'étais un peu surprise en fait par les échanges par rapport à la stratégie sur l'agriculture. Le fait de faire le choix de ne pas diminuer la partie élevage qui pourrait être compensée par de la culture. Parce que d'un point de vue agroécologie, en fait, on serait beaucoup mieux, on aurait un équilibre beaucoup plus sain, en fait, globalement d'un point de vue écologique et puis d'un point de vue énergétique aussi, probablement. Donc voilà, j'ai une réaction pour exprimer ma surprise par rapport à ça. Est-ce qu'il y a eu des débats sur cette stratégie pour diminuer l'empreinte territoriale concernant l'agriculture? Des débats dans cette direction. Alors, les débats qui ont eu lieu, ils n'étaient pas sur l'agriculture du territoire, ils étaient plutôt sur l'alimentation. Parce que effectivement, c'est pas parce que il y avait même plutôt unanimité pour dire que c'était important de garder de l'élevage sur le territoire. Enfin, cette forme d'élevage bovin extensive, on va dire. Mais que par contre, l'objectif qui était de consommer moins de viande par personne, il existe toujours à côté. C'est-à-dire que c'est un gros moyen de diminuer l'empreinte carbone de chacun. Et que par contre, on pouvait se dire que quelque part, l'équilibre entre la viande ou le lait produit sur le territoire, le consensus, c'était de dire que cet équilibre, il n'était pas, comment dire, c'était pas juste quelque part de l'avoir à l'échelle territoriale si on produisait plus que pour le territoire. Et que quelque part, du fait du climat et même de la configuration pédoclimatique même du territoire, ça se justifiait. Ça se justifiait plus d'avoir de l'élevage ici que d'avoir de l'élevage, notamment dans des zones plus au sud où on sait que ça va être difficile d'avoir de l'herbe. Voilà ce sur quoi on portait les débats. Mais pas c'était plus de dire que effectivement ça coexistait quelque part et qu'il y avait quand même cette volonté de travailler notamment dans le projet alimentaire territorial des filières d'ailleurs de protéines végétales. Ça, c'est quand même un objectif. De travailler sur des menus moins carnés, mais que ce n'était pas forcément en relation et corrélation directe avec ce qui se passait sur le territoire parce qu'on n'a pas que de l'agriculture de proximité. Ok, merci. Donc, l'architecture en tant que telle. Donc, on a souhaité être raccord avec les grands axes,
Le PADD, le projet d'aménagement et de développement durable, qui est un peu le projet politique du PLUiH, a les mêmes axes que le plan climat. Dans ces axes, vous allez trouver des grandes orientations qui sont issues des scénarios et après une déclinaison en actions cadres. Alors, ces actions cadres, elles ont été proposées par les services, par les bureaux d'études qui nous accompagnent, qui nous ont donné des idées de ce qui se passait dans d'autres territoires, et puis par tous les ateliers qu'on a faits avec les acteurs du territoire et les concertations publiques. Voilà, donc c'est un grand mix. Et je vous le dis tout de suite parce que je sais que forcément ça va vous démanger à un moment donné. Il faudra me le dire quand même, mais, parce que évidemment tout se discute. Mais effectivement, il y a des fois, ça ne va pas répondre à votre logique. Vous auriez probablement mis cette action cadre-là plutôt dans l'axe, celle qui est dans l'axe 1, dans l'axe 3. Mais en fait, c'est éminemment difficile parce que tout est lié. Et à un moment donné, ben, il a fallu qu'on choisisse une façon de ranger les choses. Mais ce n'est pas pour autant que tout ça ne se parle pas. Et effectivement, vous allez le voir, le plan de mobilité, il est à la fois intégré dans cette architecture et à la fois il a son propre document avec ses propres actions cadres. Mais on a voulu que tout s'imbrique et tout coïncide pour être sûr de la fois de ne pas faire du double emploi, de ne pas être obligé de faire des fiches d'action dans le plan climat qui allait être la redite un peu moins bien de ce qui allait être raconté dans le plan de mobilité, et puis que vraiment tout soit très cohérent. Et effectivement, du coup, il y a des enjeux qui sont plutôt sociaux, par exemple, qui vont être abordés, mais on a considéré que ils n'étaient pas antinomiques, donc ils pouvaient très bien faire partie du plan climat. Donc voilà, j'arrive à la diapo qui fait peur. J'avoue. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'en prendre connaissance. Je l'ai regardé vaguement, mais Voilà, je ne sais même pas si, à vrai dire, c'est intéressant, hein, mais à un moment donné, moi, c'est le document auquel je me réfère le plus parce que ça permet d'avoir sur une diapo tous les axes et toutes les orientations qui sont liées au plan climat. Donc, dans l'axe 1, on va retrouver tout ce qui est préserver et valoriser le cadre naturel du territoire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour le plan climat? Ça veut dire, d'une part, encourager et soutenir les pratiques agricoles respectueuses dans l'environnement. Donc, comment est-ce qu'on accompagne les exploitations vers plus d'efficacité, vers des systèmes bas carbone et vers plus de stockage de carbone, c'est-à-dire une agriculture de conservation des sols, des prairies permanentes, plus d'arbres et plus de bocage. Comment est-ce qu'on essaye d'avoir une évolution des exploitations vers des systèmes aussi plus autonomes? Donc là, on est dans tout ce qui est azote, par exemple, non organique. Donc, comment est-ce qu'on limite ces apports? Comment est-ce qu'on limite le soja importé? Et comment on fait une agriculture qui est plus résiliente et plus territorialisée pour tout ce qui est entrée-sortie? Parce qu'on sait que, par exemple, là, c'est le biais du plan climat, ce que je vous ai montré tout à l'heure en termes d'émissions. Ce n'est pas un bilan carbone, ce n'est pas une empreinte carbone. C'est-à-dire que tout ce qui est acheté à l'extérieur du territoire, par exemple, n'est pas compté dans notre empreinte carbone. C'est vraiment, on regarde ce qui se passe sur le territoire. Donc, par exemple, vous avez l'infortune ou la fortune, et l'infortune au niveau des émissions de gaz à effet de serre d'avoir de grosses industries. Eh bien, en fait, toute cette part, elle compte chez vous. Ce qui n'est pas forcément très juste en termes de consommation. Quelque part, on a cette même... nous, on l'a pour l'agriculture, puisqu'on produit largement plus que ce qui est consommé sur le territoire. Et du coup, c'est de notre responsabilité de se dire, cette agriculture, comment elle accompagne vers des systèmes plus bas, avec une atténuation,
et des systèmes aussi plus résilients, parce qu'on sait que c'est aussi le secteur où l'adaptation au changement climatique est le plus crucial. Et comment on accompagne une plus grande autonomie énergétique et la production d'énergie renouvelable, donc que ce soit thermique par le bois, par la méthanisation ou par le solaire photovoltaïque. Le deuxième, le pendant, c'est à la fois connaître et à la fois préserver nos ressources naturelles. Donc là, on va parler d'usage de l'eau beaucoup, parce qu'en 2022, on a quand même eu chaud sur notre approvisionnement en eau potable, et qu'il ne faut pas oublier que c'était peut-être une année exceptionnelle à notre échelle de temps à nous, mais que probablement dans les prochaines dizaines d'années, ce ne sera pas exceptionnel. Être même en Bretagne en rupture d'eau, en compétition avec les poissons quelque part sur cette ressource. Donc, il faut dès maintenant penser à comment est-ce que on ménage l'usage de cette ressource pour tous. Veiller à la santé des habitants face aux événements climatiques extrêmes. On est côtier, donc on sait qu'on n'est pas à l'abri de submersion marine, et puis on n'est pas à l'abri de vagues de chaleur, comme on a pu en connaître notamment en 2022. Donc, comment est-ce que on prévient ça? Comment est-ce qu'on sensibilise? Comment est-ce qu'on va aller répertorier ou sensibiliser les gens qui sont au contact des publics les plus exposés? Voilà. Et puis, il y a aussi tout l'aspect sensibilisation à la qualité de l'air extérieur qui est aujourd'hui très mal pris en compte à l'échelle de notre territoire. J'ai fait un mélange, non? En fait, vous ne me dites rien, mais j'ai fait un mélange. Je suis en train de vous raconter tout ce qui se passe dans l'axe 2. Donc, je vois que vous ne suivez pas. Excusez-moi. Mais effectivement, l'axe, le 1.2, si on veut, et le 2.1, il parle beaucoup de résilience. Donc, je les ai mélangés. Ils sont dans deux axes différents parce qu'il y en a un qui va parler de la façon dont on structure le territoire pour être résilient et l'autre qui parle de la façon dont on préserve. Mais quelque part, à la fin, c'est se dire comment on préserve nos ressources et comment on préserve notre biodiversité pour être résilient face au dérèglement climatique. Donc, voilà comment on travaille. Mais aujourd'hui, c'est déjà pas mal pris en compte, la direction environnement. En fait, on a de la chance sur l'adaptation au dérèglement climatique. Dans notre agglo, on est très en avance par rapport à beaucoup de territoires. Donc, on a en cours une étude hydrologie, milieu, usage et climat pour regarder les usages de l'eau et comment on se la répartit, entre guillemets. On a quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est submersion et recul du trait de côte. Et puis, on a une grande équipe qui travaille sur les milieux naturels et la biodiversité, avec l'Atlas de la biodiversité que vous devez connaître aussi, et un plan de biodiversité là, qui va sortir et qui va beaucoup nous aider par rapport à la résilience de notre territoire. Donc voilà pour le 1.2 et le 2.1 en même temps sur la structuration de notre territoire. On en parlait tout à l'heure, limiter l'impact carbone en repensant son aménagement. Alors, on l'a vu sous le prisme de nos compétences, dans le sens où les zones d'activité aujourd'hui, notamment si on parle de la plus grande, celle de Pégase, point de vue performance, climat, énergie, carbone, c'est pas, on n'est pas vraiment à la pointe. On fut à la pointe à un moment donné probablement, mais aujourd'hui, il y a un travail à faire là-dessus. Et puis, il y a globalement ce qui est vu plus dans le plan de mobilité et le PLUI, comment on aménage le territoire pour réduire la dépendance à la voiture individuelle. On en a parlé tout à l'heure. Et puis, alors, vous voyez, tout ce qui est en violet, les suivants, c'est également tout ce qui est vu dans le plan de mobilité. Je vous en parlerai juste après. Dans l'axe 3, on a tout ce qui est dynamisme local. Donc, on va trouver tout ce qui est activité économique, économie circulaire,
économie de l'énergie sur le territoire, et puis comment on accompagne les comportements vertueux, donc tout ce qui est sobriété. Donc, effectivement, en termes d'activité économique, comment on accompagne le tourisme? Parce que quand on regarde les camemberts, c'est quelque chose qui n'est pas du tout apparent, l'impact du tourisme sur notre territoire. Et pour autant, avec 3,5 millions de nuitées, je crois, il y a un réel impact du tourisme. On s'en rend tous compte. En été, il y a plus de monde. Voilà. Donc, comment on fait pour accompagner une offre touristique responsable qui va, voilà, qui va limiter les usages, qui va favoriser des offres un peu plus écolo, un peu moins. Comment on va favoriser l'usage des modes actifs quand les gens sont sur le territoire et pour y arriver. Donc voilà, c'est tout ça qu'on va retrouver là-dedans. Et c'est quelque chose qui n'est pas palpable, effectivement, dans la stratégie, mais qui semblait indispensable à inclure dans ce programme d'action. Et sur le reste de l'activité économique, tout ce qui est lié à la filière bâtiment, à la réduction de son impact en termes de déchets et en termes de mode constructif durable, semblait très important à accompagner. Et ah oui, alors il y a celle-là, favoriser l'émulation autour de la sobriété et de l'efficacité liée au numérique. Alors aujourd'hui, celle-ci, elle a été, elle existe toujours. Les actions, les mesures ont juste été remises dans d'autres. En fait, il y a eu une fusion de. Il n'est pas tout à fait à jour mon truc, mais ça existe toujours autour de justement un travail probablement avec le Fab Lab sur le low-tech et la sobriété numérique. Sur les filières de l'économie circulaire, on a un grand travail à faire sur à la fois une stratégie de réduction des déchets et un développement de l'économie circulaire, un soutien au développement de l'économie circulaire sur le territoire, d'accompagnement de la structure du compostage, enfin la nouvelle norme sur les biodéchets et comment on rend tout ça intelligent. Et puis, il y a celle où vous avez été, vous avez été sollicité sur le partage de matériel entre citoyens. Ça, c'est quelque chose qui a été rajouté suite aux concertations qu'on a menées en juin l'année dernière, en mode 3 plans, où il y avait des ateliers à la fin et il y avait 3 réunions sur le territoire et cette demande est revenue les 3 fois. Donc, on s'est dit que c'était important, même si c'est un objet où pour le moment, on ne sait pas trop comment s'en saisir. Parce que nous-mêmes, en tant qu'entité agglomération, on est un petit peu loin du citoyen pour organiser du partage de matériel qui quand même a été décrit par les gens soit qui l'expérimentaient eux-mêmes au niveau d'un quartier, soit qui le souhaitaient comme quelque chose de plutôt local. Sur tout ce qui est énergie, donc effectivement, là pour le coup, on est beaucoup parti sur le photovoltaïque, puisque la stratégie nous a montré que notre gisement, il était là. Donc, il y a un schéma photovoltaïque, un schéma directeur photovoltaïque qui est en place et il y aura toute une organisation à trouver derrière pour favoriser l'implantation de photovoltaïque et notamment la favoriser sur des dispositifs qu'on a appelés d'autoconsommation territoriale, c'est-à-dire comment on fait bénéficier le territoire de la production d'énergie qui est faite sur ce même territoire. Donc, voilà, plutôt autour de communautés énergétiques. Bien qu'il faille soutenir l'implantation d'unités de production électrique et de biogaz potentiellement plus grandes, notamment quand on fait ça à l'échelle du SMITRED sur des biodéchets ou à l'échelle quand on couvre des grandes surfaces comme une décharge, tout ça, on se situe à une échelle qui n'est plus vraiment d'autoconsommation au sens strict. Ça peut être de l'autoconsommation territoriale, mais c'est un schéma un petit peu différent.
et évidemment continuer à soutenir le développement de la chaleur renouvelable, donc notamment travailler sur toutes les étapes, c'est-à-dire comment on incite toujours à planter des arbres, notamment les agriculteurs, comment on aide à un entretien durable, et puis après, comment on organise une filière sur le territoire. Et le dernier axe, l'adoption de comportements vertueux, donc effectivement tout ce qui est sobriété. Donc, sobriété foncière dans l'accompagnement de nouveaux usages et de nouvelles formes d'habitat, c'est-à-dire habitat inclusif, tiny house, en fait, tous ces types d'habitats qui se développent et qui mutualisent des choses. Alors, ça, c'est une action qui va être beaucoup travaillée au service Habitat, dans le PLH, dans le PLUI aussi. Mais ça semblait important de montrer que c'est aussi le vertueux, il est aussi au-delà de la réglementation. Si la réglementation, c'est le ZAN, c'est comment on l'utilise aussi de manière intelligente. Accompagner les comportements sobres, donc ça, c'est plutôt les comportements sobres de manière énergétique. Inciter et soutenir les travaux d'adaptation et de rénovation des logements. Alors, le mot privé, il ne faut pas y penser. Enfin, c'est pas une fin en soi, c'est des logements, point. De tous les logements. Et puis aussi, comment on accompagne tout le secteur privé, le secteur des entreprises sur plus de sobriété. Et enfin, donc l'axe collectivité exemplaire et animation de la transition écologique sur le territoire, qui est un axe qui n'est pas présent dans le PADD, du PLUIH, le projet d'aménagement et de développement durable. Et de fait, parce qu'il est là, parce que justement, le plan climat, il doit être porté par tous et qu'il y a cette responsabilité de la collectivité de l'animer et d'être exemplaire. Donc, c'est comment nous, on rend transparent quelque part déjà nos objectifs et le pilotage, donc par des indicateurs, par une politique interne ambitieuse sur notre patrimoine et sur nos compétences, sur la commande publique, sur la restauration collective. Donc là, ce sera via le programme alimentaire de territoire, sur la mise en œuvre d'une stratégie patrimoniale avec une rénovation des bâtiments pour au moins atteindre le décret tertiaire. Pour renforcer les équipes aussi sur ces sujets-là et sensibiliser et faire que en fait, cet objectif, ce plan climat, finalement, il diffuse à l'intérieur de tous les objectifs de la collectivité. C'est comment est-ce qu'on refile le bébé en fait à chaque politique et comment elle s'approprie ces objectifs. Et enfin, le dernier axe, celui peut-être où vous avez le plus, où on aura peut-être plus de choses à discuter, c'est parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, hein, au niveau de la gauche, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude et on est quand même assez maladroit. On le fait plutôt pas très bien. Tout ce qui est sensibilisation du grand public. Voilà. Donc, côté information, je le mets un peu de côté parce qu'on peut avoir une force de frappe, mais sensibilisation, ça implique d'autres choses et d'autres compétences et peut-être une autre proximité, peut-être moins d'institutions. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, en fait, pour l'agglo. Donc, voilà, comment on fait tout ça, comment on sensibilise, alors en interne, en externe, comment cette sensibilisation, elle amène à une implication citoyenne. Et puis après, il y a quelque chose de spécifique sur les communes, parce que les communes, l'agglo, c'est 57 communes, et donc ça veut dire qu'il y a 57 autres collectivités qui pourraient se donner des objectifs de même, puisqu'on les partage. Donc, ça veut dire comment est-ce qu'on fait pour que justement ce plan climat, il ne reste pas au niveau intercommunal, mais qu'il arrive à l'intérieur des communes également.
Donc voilà Bah, je pour la pense que, enfin, juste une remarque là-dessus, c'est que il peut pas se faire sans les communes. Enfin, je veux dire, je pense que c'est aujourd'hui on regarde des actions ou enfin toutes les données qui existent aujourd'hui, elles sont au niveau du territoire, mais il y a un certain nombre qui sont, je dirais, à la main enfin, plus à la main des communes qu'au niveau de l'LTC. Donc, je pense que si les communes ne s'investissent pas là-dedans, il y aura pas d'effet, quoi, ou très peu. Mm. Oui, c'est sûr, on peut faire que ce qui est quelque part de notre compétence, sinon, et on loupe une grande majorité, une grande partie de ce qu'on peut faire. Mais comme là, par exemple, on peut louper une grande partie de ce qu'on peut faire si on ne travaille pas avec le milieu associatif ou avec les entreprises également. Et ce que dit Philippe est très juste, hein, parce que si les communes sont déjà sollicitées par le décret tertiaire et la loi APER, mais combien de communes le font? Euh, Moi, je sais que dans ma commune, on a du mal à le faire. Mm. Et il faudrait sensibiliser bien au-delà du décret tertiaire ou de la loi APER, hein. Et c'est vrai que sensibiliser les élus. Moi, j'ai fait une conférence sur la transition énergétique au début du mandat, mais j'ai pas l'impression que que ça ait eu beaucoup d'impact. Pour que les gens agissent, faut vraiment être très motivé. Mais quels sont les leviers, en fait, par rapport au PCAET pour engager aussi des actions au niveau des communes? Alors, les leviers, dans le sens. Alors, déjà, c'est vrai qu'il y a une chose que je n'ai pas dit, un plan climat, c'est absolument pas opposable. Donc pour le coup, on n'a pas de moyens, c'est-à-dire ce qu'on marque là, personne ne peut aller au tribunal en disant que vous n'avez pas respecté vos objectifs. Après, ça, c'est pas forcément qui assure une bonne appropriation, hein, mais ça peut aider quand même. Pour le coup, là, ça veut dire qu'on tout repose sur la communication et la sensibilisation. Au niveau des communes, sur l'aspect énergétique, il y a déjà un service mutualisé qui est le service énergie, où il y a 2 conseillers en énergie partagée et une personne qui est dédiée, aux énergies renouvelables plutôt thermiques et une personne qui est dédiée aux énergies renouvelables plutôt électriques, que les communes peuvent solliciter et eux-mêmes d'ailleurs font l'inverse, c'est-à-dire souvent c'est eux qui sollicitent les communes. Mais aujourd'hui, on a un service qui est presque sous-utilisé. C'est-à-dire comment, aujourd'hui, la problématique, c'est comment on motive les communes à faire appel à ce service, qui est là à leur disposition pour justement les aider dans la mise en place d'énergie renouvelable, ou la rénovation, la sobriété et la rénovation de bâtiments au niveau des communes. Alors, j'ai une question parce que on parlait tout à l'heure du caractère non contraignant euh, du plan climat Oui. et du plan mobilité aussi. Et en fait, on est en train d'entrer en phase d'élaboration du règlement sur le PLUIH. Et il serait peut-être temps, en ce qui concerne les énergies renouvelables, de changer des choses. Exemple, j'essaye de mettre en place 12 panneaux photovoltaïques sur mon terrain qui est grand. Et réponse, non, vous êtes en zone UC, vous ne pouvez en mettre que sur votre toit. Voilà. Donc, il va falloir que ça change. Ouais, c'est prévu d'y travailler, mais là, en fait, toutes les réponses, malheureusement, ne sont pas au niveau du PLUI. En fait, on est contraint par des réglementations nationales qu'on subit. Oui, puis il y a aussi celle des ABF. Mhm. On a Les plein ABF, c'est aussi un sujet, tout à fait. plein de sujets, hein. Tout le Ouais. monde s'y est confronté à l'ABF il y a quelques années. Bon, on a réussi à la faire plancher pour un habitant, mais là, on a un petit potentiel photovoltaïque très, très important, mais pas très loin de l'église qui est Ouais. inscrite. Si les ABF disent non, bah c'est fichu. Ouais.
Donc, il est prévu sur les énergies renouvelables. Effectivement, alors déjà, effectivement, il y a un travail en commun sur le règlement et on a abandonné l'idée d'une OAP parce que finalement, ça nous semblait beaucoup de travail pour assez peu de retombées derrière. Donc, de travail plutôt sur un règlement non contraignant et effectivement, un espèce de lobbying, on peut peut-être appeler ça comme ça, auprès de l'ABF. Oui, faut faire pression avec un certain nombre de personnalités, d'élus. Il n'y a pas d'autre solution, hein. Ouais, je pense que tous les territoires, ils doivent être confrontés à cette situation-là. Enfin, j'imagine que c'est des sujets aussi qui doivent être discutés. Parce que, enfin, moi, je sais pas comment c'est structuré, les ABF, mais j'imagine que c'est un peu hiérarchisé et il doit y avoir sans doute une instance nationale des ABF. Je suppose que c'est des sujets sur lesquels aussi ils doivent se poser des questions, Tout globalement. à fait. D'ailleurs, il y a un guide qui est sorti justement sur l'intégration des énergies renouvelables dans le bâtiment classé et qui est issu des ABF et qui pour autant reste un guide, c'est-à-dire que l'appréciation de la personne en local prévaut sur Ouais. toutes les bonnes pratiques qui sont données potentiellement au niveau national. Pour vous donner un petit retour d'expérience. Donc, il y a du Ouais. lobbying à faire. Oui, Pour revenir aux communes, moi, enfin, je comprends que il peut y avoir aussi une situation dans laquelle, et je pense que les particuliers, ils sont aussi confrontés à cette situation-là, c'est que le problème paraît tellement énorme que, en fait, il est tellement énorme que ça fige. On sait, enfin, on sait plus par quel bout il faut commencer pour s'attaquer au problème. Je pense que les communes, elles peuvent aussi se retrouver un peu dans cette situation-là, c'est-à-dire vu l'ampleur du problème ou des actions qu'il faudrait mener ou des objectifs à atteindre, il y a une sorte de paralysie qui s'installe parce que on sait pas trop comment traiter le sujet. Euh, Ça, c'est peut-être le premier point. Le deuxième point, je pense que par rapport les relations entre l'agglo et les communes, il ne faudrait pas non plus que ça apparaisse comme, parce que je pense qu'il faut un certain nombre d'élus dans les conseils municipaux, ça peut être ressenti comme ça, comme étant encore une fois de plus l'agglo qui vient avec ses recommandations. Et puis, il n'y a plus qu'à s'exécuter, quoi. Alors que je pense que là, il faudrait pas non plus qu'au niveau des communes, ce soit perçu comme ça, parce que là, ça va être compliqué. Ça risque d'être compliqué. Donc voilà, c'est pour ça que les propositions sur les communes, si on rentre un petit peu dans les actions, pour essayer d'éviter justement ce côté, bon bah voilà, mais maintenant débrouillez-vous, vous avez votre part, vous avez vu le travail, vous avez votre part à faire. On a travaillé en amont avec elle sur justement un autodiagnostic, savoir où elle se situait, sur quelle thématique elle souhaitait travailler, si on découpe un petit peu en thématiques, et puis comment est-ce qu'on pouvait les accompagner et les aider. Et ce qui est ressorti notamment, c'est qu'elle souhaiterait qu'il y ait des groupes thématiques qui se mettent en place. C'est bête, hein, mais c'est des réseaux de bonnes pratiques, d'aller voir quand elle a fait sur telle thématique, comment il a réalisé, avec quel budget, combien ça lui a pris de temps d'agent, et potentiellement faire cette mutualisation d'expérience sur le territoire, que il y ce a soit déjà sur l'association l'alimentation, sur Brudé. l'énergie, sur la rénovation. Il y a C'est pas l'association révolutionnaire, Brudé. hein, mais aujourd'hui, cette animation territoriale, elle n'existe pas. Elle se fait de connaissance à connaissance, mais ça manque un peu. Donc Si, ça, c'est il y a une demande l'association qui est revenue. Brudé. Oui, Brudad existe, mais c'est effectivement, et Brudad fait ce travail-là, mais plutôt au niveau régional. Là, Oui, mais on peut trouver des choses plus facilement au niveau local. Ouais, Ou on peut se greffer sur des événements de Brudad, mais tout le monde n'est pas adhérent de Brudad. c'est vrai. Par exemple, pour vous donner une des pistes qu'on a pour travailler avec les communes, il y a eu pas mal de mutualisation parce que là, tout à l'heure, je vous parlais du service énergie, mais le service qui travaille sur le projet alimentaire de territoire faisait le même constat, que c'était
pas forcément simple de travailler à l'échelle communale, qu'ils avaient assez peu de sollicitations. C'était beaucoup d'énergie pour aller au contact des communes pour assez peu de résultats. Ça peut s'expliquer, hein, c'est Ouais, pas on une utilise critique, c'est beaucoup vraiment un constat. Mais c'est le comment CEP. on va au-delà, quoi, du coup. On utilise beaucoup le CEP dans ma commune et ça marche bien, hein. Ouais. Donc, on commence à faire des plans de chauffage géothermique, etc. Donc, ils travaillent bien. C'est Ouais, quoi et le c'est vrai que CEP? Le conseil en énergie partagée, Ah oui, ce que d'accord. disait Mélanie tout à l'heure, Oui, ok. Et c'est donc, vrai qu'il y a beaucoup de communes où tous les 2 ans, il y a un bilan, globalement, un ouais. diagnostic, quelques préconisations. Donc, on va avoir 1 ou 2 chantiers à la suite. Et puis après, bon, ben, voilà, ça Et part l'idée sur... Il n'y a pas de, on va dire, de moyen long terme de prévu. Donc, effectivement, la commune, elle part sur d'autres projets, puis elle oublie que ce service, il existe. Et quelque part, 2 ans après, quand on revient, on refait tout, quoi. Donc, Alors, oui, moi, c'est vraiment un contact. ouais. je- de mon côté, sur la commune sur laquelle je suis particulièrement surprise parce qu'effectivement, on connaît ce service, ALTC, conseiller en énergie partagée. Et là, on voit un appel d'offres public qui a été lancé il y a quelques jours pour la réalisation d'un schéma directeur immobilier énergétique, Mm. alors que les services existent en fait. Alors, je ne savais pas s'il y avait beaucoup de demandes et que les services étaient très occupés, mais là, j'ai la réponse. En fait, le schéma directeur immobilier énergétique, c'est vraiment sur le patrimoine de l'agglo, uniquement. Et il y a toute une grosse problématique. On a 300 000 m² de bâtiments. Aujourd'hui, le respect du décret tertiaire sur ces 300 Alors, 000 m². pardon, je rectifie. Là, c'était sur ma commune en fait. C'était Ah, pas. pardon. Ouais, Oui. c'était juste un appel d'offres qu'on a vu lancé par la commune sur laquelle je suis. Ah oui, d'accord. Au lieu, Ah au oui. lieu, me semble-t-il, d'utiliser le. Ou peut-être qu'il y avait, oui, potentiellement une primo-démarche à faire avec les CEP avant de lancer un appel d'offres. Absolument. Mm. Ok, ça me conforte. En tout cas, c'est vrai que voilà, il y a plein de choses qui existent à disposition des communes et il y a quelque chose à faire pour que ça fonctionne mieux en tout cas. Sur le plan de mobilité, sauf si vous avez des questions spécifiques, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque sous-action, d'action cadre. Plutôt vous dire qu'effectivement, on va parler en violet, vous avez ce que vous retrouvez dans le plan climat. Et en fait, en gris, vous avez comment c'est décliné. Donc, sur justement comment on aménage le territoire. Donc, ça, c'est tout le lien avec le PLUI. Et puis après, il y a tout l'aspect sécurité. Sur l'offre de mobilité, comment on développe une offre attractive de transport en commun, de transport collectif, parce que là, on parle aussi pas forcément que de transport en commun. Comment est-ce qu'on répond aux besoins adaptés, comment est-ce qu'on aide au covoiturage. Et puis, on a mis là aussi quelque chose qui se développe parce qu'on sait qu'on n'est pas le seul territoire rural à galérer en fait sur la mise en place de transports collectifs ou de transport en commun sur le territoire. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre des petites expérimentations et voilà, où on essaye des choses. Et puis, bon, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, mais en tout cas, on en tire une expérience que soit on peut tenter ailleurs, du coup, ou soit on peut abandonner, mais en se disant qu'on aura au moins essayé. Donc, il y a une expérimentation en ce moment à Plestin et aussi sur le secteur de Tréguier, sont en cours, pour voir comment est-ce qu'on pourrait imaginer des transports en commun ou transports à la demande, mais dans son terme, comment dire, transport à la demande, pas comme il est aujourd'hui, c'est-à-dire vous appelez, vous avez un taxi pour vous déplacer, par exemple, personnes âgées. Aujourd'hui, ça s'appelle Taxi Tilt.
C'est plutôt un transport à la demande dans le sens où on a une ligne de transport en commun qui fonctionne à la demande, c'est-à-dire quand il y a au moins une personne intéressée. Et ça, voilà, c'est des petites expérimentations qui vont se mettre en place et qui peuvent répondre sur notre territoire à une demande, mais qu'on a du mal à jauger. Donc, ça permettra de jauger par l'expérience, qui est toujours intéressant. Moi, je voulais faire un petit focus là-dessus parce que c'est un aspect un petit peu novateur et puis qui se base un peu dans l'innovation publique sur ce dont a besoin et comment imagine celui qui, au final, va utiliser le service. Et après, justement, ce service, comment on le fait connaître, comment on le rend accessible à tous, et puis comment on le promeut. Parce que, mine de rien, ça peut paraître le b.a.-ba, mais c'est pas forcément le plus simple à faire en fait, de faire connaître où circulent les transports, comment, quand, comment on peut payer, où est-ce qu'on peut prendre les tickets, quel type de ticket. Enfin, tout ça, c'est vraiment un travail en soi qu'il ne faut pas négliger. De la même manière, tout ce qui est sollicitation des employeurs, alors là, on se refocalise effectivement sur les trajets domicile-travail, mais c'est une grosse part des trajets sur le territoire. Chaque employeur d'une certaine taille doit faire un plan de mobilité lui-même. Et donc inciter et voir comment il peut organiser, inciter ses collaborateurs à utiliser plus de transports en commun et plus de modes actifs. Donc voilà, poursuivre effectivement sur tout ce qui est covoiturage également. Et puis, je vous disais tout à l'heure, améliorer la connaissance des flux touristiques parce que c'est quelque chose qui n'a pas été étudié en tant que tel. Et effectivement, dans cette sous-action-là, il y a aussi tout ce qui est transport de marchandises. Et voilà, ensuite, le suivi, assurer la mise en œuvre. C'est un peu le corollaire. Ça va mieux en me disant. Sur les prochaines étapes, tu t'en vas donc, on est en construction du plan d'action. On a une architecture qui est un peu formalisée, figée, qui a été validée par le comité de pilotage. On a des mesures qui sont réfléchies dedans, mais qui aujourd'hui sont à l'état de projet. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Ces mesures, elles ne sont pas écrites, elles ne sont pas formalisées. Alors, il y en a qui vont être faciles à écrire parce qu'elles se situent dans la continuité d'action ou dans l'amplification d'actions qui existent déjà. Et il y en a d'autres qui, on va le voir, hein, qui vont être peut-être plus difficiles à écrire parce qu'elles n'existent pas aujourd'hui et il va falloir imaginer un petit peu comment est-ce qu'on les met en œuvre. Donc, il y a eu un comité de pilotage dont je vous parlais, donc qui est celui qui a validé à la fois l'engagement d'acteurs, mais notamment il servait à valider l'engagement de l'agglo sur ce qu'elle porte. Et après, il y a des acteurs qui ont souhaité participer, notamment Trégor Énergétique et Trégor Bicyclette, qui ont accepté d'être pilotes d'action. Et puis aujourd'hui, on est là aussi pour voir si vous, Conseil de développement, vous souhaitez pilote ou copilote d'action du plan climat. Pour vous dire qu'il y aura aussi pour enrichir tout ça, une démarche de concertation avec la population. Alors, on n'a pas voulu que ce soit une réunion publique classique. Il va y avoir le 4 juillet prochain une réunion publique classique en mode 3 plans, mais qui a plutôt pour objet d'interroger le PLUI. Et nous, on a plutôt voulu, on n'a pas de formalisme obligatoire dans un plan climat, dans un plan de mobilité sur la concertation. Donc, on a plutôt voulu faire une démarche d'aller vers. Ça nous semblait intéressant d'aller vers les citoyens et en cette période-là, on en trouve pas mal sur les marchés. Donc, on va avoir une présence sur les marchés du territoire pendant toute la semaine du 10 juin.
voilà, pour expliquer ce que c'est un plan climat, un plan de mobilité. Et puis, alors il n'est pas encore construit, mais on a un petit questionnaire plutôt pour interroger les conditions de réussite. Voilà. Savoir comment faire au mieux les choses justement sur cet aspect, notamment sensibilisation. On voulait aller voir, je vous avoue, les lycées et l'ENSAT et l'IUT, mais en fait, il se trouve que effectivement, on n'est pas du tout dans la bonne période, puisque là, dans les lycées, il n'y a plus personne, hein, le 10 juin, clairement. Donc, on va imaginer, ce sera un peu plus a posteriori, mais un plan climat, ça vit, donc si on attend d'avoir tous les éléments, on ne finira jamais. Donc, on va quand même aller les interroger, mais on fera ça à la rentrée, quand ils seront tous là. Voilà. Donc, il y a un copie de présentation finale du programme d'action du plan climat qui a lieu le 4 juillet à 14 h. Donc, qu'est-ce qui va se passer de plus que dans le comité d'engagement? Les mesures dans chaque action 4 que je vous ai présentées, elles seront formalisées. Donc, elles auront un titre, un contenu, un calendrier, donc des pilotes, des copilotes et un budget. Et notamment, c'est la question du budget qui a retenu l'attention et la demande de faire, en fait, finalement, le comité de pilotage, les comités de pilotage devaient s'arrêter en comité d'engagement. Il y a eu une volonté des membres du comité de pilotage de continuer jusqu'à voir le budget qui était alloué à chaque action. Donc, ce sera surtout l'objet de ce 4 juillet, de valider alors les partenariats extérieurs, parce que comme ils n'étaient pas tout à fait finalisés le 4 avril, ça va permettre aussi de les remettre un petit peu en lumière, et le budget alloué au plan climat. Donc, un arrêt du plan climat et du plan de mobilité en conseil communautaire, du coup, à la rentrée. Un envoi, ça c'est du formalisme, hein, la région, l'autorité environnementale, les communes, les autorités organisatrices de la mobilité qui sont autour de nous, pour avis, une consultation obligatoire du public, donc qui n'a rien à voir avec la concertation, parce que la consultation, en fait, elle est faite a posteriori. Alors après, on doit y répondre, hein, c'est pas pour ça qu'on ne doit pas y répondre, mais c'est vrai que bon, c'est toujours un petit peu dommage. C'est le seul formalisme, normalement, qui est obligatoire dans un plan climat. C'est un mois de mise à disposition en ligne du dossier. Donc, on espère qu'on aura fait mieux avec la concertation qu'avec la consultation. Et puis, donc, une approbation début 2025. Donc, voilà pour les prochaines étapes. Si on parle de ce qui pourrait nous concerner ensemble, je l'ai remis là, effectivement, un plan climat, c'est participatif. Ça doit sensibiliser tout le monde. Et tout le monde doit participer pour que ce soit efficace, et notamment les habitants. Donc, effectivement, dans ce que vous avez pu voir, il y a une part de modification des politiques publiques qui sont portées par LTC qui permettent de soutenir ces changements. Et après, il y a une autre part, quand justement, notamment, il ne s'agit pas d'un service public qui est rendu par LTC, où en fait, on a l'interaction avec les habitants, aujourd'hui, elle est très réduite. Et donc, quel relais on trouve pour être pertinent quand même et avoir que cette action, elle existe en fait, même si elle n'est pas portée ou elle est qu'en partie portée par Aglo. Donc, moi, j'ai répertorié des thématiques dans le CODEV pour être pilote ou partenaire ou copilote dans la mise en œuvre, ou dans l'idée de... Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il ne faut pas forcément se mettre de pression. Hein. Si c'est des choses qui n'existent pas, le plan climat, il peut juste acter le fait que collectivement, on va travailler à une façon de... on n'est pas obligé à ce stade-là d'être très précis dans comment est-ce qu'on va faire les choses si aujourd'hui ça n'existe pas et qu'on n'est même pas en capacité de s'organiser là en 3 semaines. Enfin, aujourd'hui, on ne demande pas la Lune. En fait, l'idée de ce document, c'est vraiment de tisser des liens. Moi, c'est ça que je retiens et je pense que c'est ça qui est important. Et notamment, voilà les choses sur lesquelles nous, on a assez peu de prise et comme je vous le disais, où je trouve qu'on n'est pas très, très bon.
encourager les communes et les associations à être le relais de la mutualisation du matériel. Là, je ne vois pas trop à l'échelle communautaire comment se saisir de ça. Alors, effectivement, ça a déjà été fléché communes et associations communales parce que aujourd'hui, dans les exemples qu'on a, le relais, c'est déjà plutôt à l'échelle communale, voire à l'échelle intracommunale dans des quartiers. Bah, moi, je connais des exemples très concrets et c'est ni les associations ni les communes, c'est les comités d'entreprise. Ah oui, tout à fait, effectivement. Oui. Oui, il y a les comités d'entreprise aussi. Alors, c'est dans les entreprises qui ont une certaine importance parce que ça demande un peu de moyens, mais bon, mais aujourd'hui, ça existe dans certains comités d'entreprise. Oui, tout à fait. Il y a des associations comme Allo Voisin, par exemple. Oui, Ça, oui, ça c'est vrai, ouais. fonctionne bien, ça. Ouais, et il y a des apps aussi qui existent. Mais voilà, finalement, comment est-ce qu'on fait le tri dans tout ça? Qu'est-ce qu'on promeut? Qu'est-ce qu'on donne comme exemple à voir? Et qui se lance? Qui expérimente? Et voilà. Il y a l'objecterie aussi, hein. L'objetterie, oui, en fait, l'objetterie, c'est pas le citoyen directement, c'est quelque chose de formalisé et ils font pas de mutualisation de matériel. Ils font de l'économie circulaire dans le sens où ils reprennent des choses, ils les réparent et ils les revendent, mais il n'y a pas de mutualisation de matériel. J'étais plus pour la mutualisation de petits véhicules électriques, mais bon, plutôt que de matériel, outillage, mais pourquoi pas. Ça demande beaucoup de gestion et de remise en état et c'est lourd comme. Ouais, je ne vois pas l'aglo faire ça, moi, en fait. Ah bah non, Non. on est assez d'accord. Enfin, moi, les exemples que j'ai à de plus petites échelles, alors c'est vrai que oui, hors comité d'entreprise où effectivement c'est formalisé. En plus, il y a quelqu'un qui s'occupe de la maintenance. En fait, c'est toutes ces problématiques-là qui vont se poser, hein. Dans des communes, bah, voilà, c'est juste, des fois, c'est un local qui est mis à disposition pour stocker le taille-haie de X qui veut bien prêter, la tondeuse de Y qui l'avait en double et qui veut bien laisser là. Et puis, des fois, c'est pas des grosses choses, c'est peut-être commencer petit et instiller cet esprit-là. Mais voilà. Voilà. Comment on fait pour que ça marche et quel relais on trouve? Bon, je pense qu'il y a déjà beaucoup de gens qui s'organisent et se prêtent du matériel déjà. Donc, voilà sur cette thématique-là. Ce que je voyais d'autres, c'est communiquer sur les enjeux énergie, climat, environnement pour toutes les populations. Donc, tout ce qui Ça, est c'est sensibilisation. primordial, hein. C'est pareil. Voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose c'est un champ qu'on n'a pas du tout investi. Dans quelle mesure le Conseil de développement souhaite prendre un rôle de partenaire ou de pilote sur ce sujet. Le baromètre de territoire de la même manière. Je pense que ça, c'est un travail qui peut être fait en partenariat avec l'aglo. Oui. Il y a toute une problématique, en fait, le Conseil de développement, je pense qu'il est très important sur la diffusion et puis sur la vision de ses membres, en fait. Parce que un baromètre, pour moi, il y a une partie qui peut être très factuelle et des indicateurs. Donc là, on va les retrouver dans le plan climat. Mais il y a toute une partie sensible qui est comment est-ce que c'est perçu, comment est-ce que c'est reçu, comment est-ce que c'est vu de la part du citoyen, comment est-ce que c'est vécu, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui est, voilà. Alors, ça serait intéressant parce que on nous cite essentiellement des chiffres bretons et pas des chiffres trégorois, donc ça aurait un intérêt puisque le Code de l'environnement nous dit bien qu'il faut faire référence à des chiffres locaux. Mais il y aurait un côté punitif aussi à ce baromètre, enfin du moins, non, on va dire positivement une émulation. Ça existe localement, hein. Si tu vas sur la plateforme Bretagne Terristory, tu as Oui, oui, les chiffres par EPCI. absolument. Par EPCI.
comme Oui, ça? Oui, même la par Bretagne commune, hein, Thierry. quasiment. Moi, je prends tous mes chiffres là. Il y a ce que consomme et ce que produit l'agglo en termes d'énergie. Bretagne, comment? Terry. Je te passerai le lien si tu veux. Mais D'accord. enfin, j'ai pas fait attention au début là sur l'histoire du baromètre, mais l'agglo, elle est, ça fait. D'ailleurs, j'ai vu ça dans les SIAD précédents. Il y a des indicateurs de suivi. Oui, Je oui, comprends. en fait, c'est pas tant sur l'indicateur, mais c'est sur sa diffusion et sur Ah, d'accord. tout ce qui n'est pas chiffre qui peut être trouvé facilement. Et puis, on en aura des indicateurs. De toute façon, ils sont obligatoires dans un plan climat. Oui, Et puis, en plus, on se lance dans le programme Territoire engagé pour la transition écologique. Probablement que ça vous parle. La ville de Lannion est engagée aussi. Ça s'appelait Citergie avant. C'est un référentiel national, justement, pour pouvoir connaître ses forces, ses faiblesses et se comparer notamment à des agglos un peu de la même, voilà, qui ont un peu les mêmes compétences et savoir où on en est, ce qu'on pourrait faire. Euh, et donc avec ça, il y a une sacrée batterie d'indicateurs. Donc j'ai pas tellement peur sur le baromètre, mais enfin, sur les indicateurs en tant que tels, mais c'est sur comment on les rend intéressants et comment est-ce que justement on a le pendant de ce qui se passe de manière plus sensible sur le territoire, euh, qui n'est pas forcément toujours facile. Mais Ouais, c'est à détester si on principal, fait c'est le ça. point précédent, hein. Et le baromètre, c'est la conséquence du point précédent. Alors, moi, ça me semble super important ce point-là du baromètre parce que ça a été dit tout à l'heure, mais sur des tels sujets, on peut vite se décourager. Et donc, arriver à montrer les réussites, les succès, les avancées, vraiment, ça ne peut que faire boule de neige et continuer à motiver, voire à engager davantage, mobiliser davantage. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très important, la sensibilisation, bien entendu, des enjeux, mais je trouve que globalement, là-dessus, ça avance plutôt bien. Je trouve que c'est toujours plus délicat d'avoir des actions pour montrer les résultats Oui, et les petites victoires ou les grandes victoires d'ailleurs. c'est pour Et ça que je dis que c'est complémentaire. Les enjeux, c'est en gros les premières slides sur l'évolution que nous a montré Mélanie, là, où on voit qu'on est très en retard. Et après, le baromètre, c'est petit à petit surveiller on améliore et on progresse. À mon oui, oui, avis, absolument. Ouais. les deux points sont essentiels. Mais effectivement, comment on rend ça vivant, intéressant et ouais, peut-être même s'il y a des choses factuelles, comment on le rend positif aussi dans la façon dont on l'emmène et on incite les gens à vouloir faire pareil parce que c'est vachement bien, quoi. Oui. Et en fait, vous allez voir, tout ça est très cohérent et va ensemble. Alors, c'est saucissonné parce que, voilà, même si c'est pas opposable, il y a quand même un formalisme à respecter. Dans un plan climat, ça n'échappe pas à ce côté administratif. Sensibiliser les citoyens pour les emmener vers un passage à l'action. Celle-ci, elle était, c'est celle-là d'ailleurs, cette mesure-là où est pilote Trégor énergétique sur la partie plutôt énergie et Trégor bicyclette sur la partie plutôt transport, parce que il y a vraiment ils font de la sensibilisation évidemment, mais il y a vraiment cette sensibilisation dans le but d'emmener les gens vers quelque chose, d'emmener les gens vers la production d'énergie renouvelable ou d'emmener les gens vers la pratique du vélo et de la facilité. Il y a dans ce qui est fait, il n'y a pas que de la sensibilisation, il y a aussi de l'action. Voilà. Et après, est-ce que le Conseil de développement a envie de se situer aussi dans ce cadre-là? Voilà, c'est tout à fait possible. Mais l'idée de pourquoi elle est un peu différente, celle-là, c'est que derrière, il y a un but précis. Est-ce que, moi, je me suis posé la question de savoir si le Conseil de développement était
pouvait avoir un but très précis de favoriser quelque chose de spécifique sur toute cette décarbonation. C'est vous qui saurez mieux me répondre. Et il y a quelque chose qui, pour moi, en fait, est le cœur de ce que je pense que le Conseil de développement est très pertinent pour porter, c'est tout ce qui est renforcer les partenariats avec les acteurs du territoire. Parce qu'aujourd'hui, quelque part, vous êtes déjà les représentants de ça, mais c'est là-dessus que nous, on est vraiment pas bon. Tous ces partenariats, on n'est vraiment pas bon, c'est peut-être pas très, de façon pas très sympathique, mais on reste une administration. Et une administration, c'est pas très souple. Et c'est vrai que le Conseil de développement, avec toute sa diversité, et puis votre nouveau... alors, je ne sais pas comment ça s'appelait, la partie citoyen aura un nom spécifique, une assemblée citoyenne, non? Un collège, voilà, c'est ça que j'ai. Le collège habitant, en plus. Voilà, ça va faire une diversité de personnes sur le territoire qui peut nous amener je pense que vous êtes super bien placés justement pour pouvoir nous aider à tisser ces liens, cette communauté pour emmener vers... L'idée, c'est pas de faire qu'une communauté parce que quelque part, ça existe déjà presque, mais c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble dans l'optique de sensibiliser, dans l'optique de passer à l'action. Et de la même manière, c'est quelque chose qui a été demandé dans les ateliers. Le monde de l'éducation, alors c'est vaste, mais effectivement, il y a de la part, notamment de tout ce qui est secondaire, une demande de travailler avec eux sur tous les enjeux climat. C'est très prégnant et c'est quelque chose que sur cet aspect-là, on ne fait pas beaucoup. Donc, il faut qu'on s'y attelle. Mais à l'instar des fresques du climat, je crois qu'il y a d'autres fresques. Il y a la fresque de l'énergie, des choses comme ça. Oui. Il faudrait Présenté comme creuser ça. là-dedans. Présenté comme ça, effectivement, on a parmi nous des gens qui sont dans une association d'habitat léger. Il y a un certain nombre d'acteurs du développement durable, et puis l'ADS et tout ça. Donc oui, mais ça, on le fait déjà. Oui, vous le faites déjà, mais pas forcément dans ce but-là. C'est juste finalement rajouter la petite fin à cette phrase par rapport au plan climat. Voilà. Qui avait été d'ailleurs proposé ou imaginé, c'est un petit peu une copie de ce qui est fait à Guingamp-Papeol à Glo. Il y a un événement annuel qui s'appelle Un pas pour ma planète, où il y a qui réunit pas mal d'assauts et puis tous les services de l'aglo qui animent une semaine qui s'appelle Un pas pour ma planète, avec plein de choses qui sont faites sur ce sujet-là. Alors, effectivement, ça peut paraître trivial, mais en même temps, ça réunit beaucoup de monde et mine de rien, je crois que ça fonctionne assez bien parce que ça fait quelques années que ça existe. Ça porte pas mal ses fruits sur des collaborations en fait qui se seraient pas faites sans ces rencontres, voilà, des passages à l'action aussi qui sont plutôt intéressants. Mais c'est qu'un exemple. Oui. Et je suis arrivée au bout. Non, je crois que Catherine parle, mais elle n'a pas mis son micro. Comment ça pourrait se présenter les indicateurs de suivi pour réaliser un baromètre des territoires? C'est pas nous qui pouvons faire ça, c'est les services, hein. Là, je ne sais pas, si on parle encore une fois d'indicateurs très nombre de tonnes de CO2 ou je ne sais pas quoi, évidemment, ce sera les services. Mais je pense qu'il y a quelque chose à travailler ensemble sur un baromètre sensible, par exemple. Et alors, évidemment, je pense que dans les prochaines semaines, l'objet, ce n'est pas de définir quels indicateurs,
mais plutôt est-ce qu'on aura envie d'y travailler ensemble et quelles seraient les premières étapes. Voilà. Il y a des initiatives de ce type-là d'associations nationales pour présenter des baromètres des territoires. Et effectivement, il y a l'aspect après comment on présente les choses aux habitants. Et c'est très important d'y réfléchir. C'est pas juste pour un suivi, parce qu'effectivement, il y a sans doute beaucoup de choses. Mais on peut regarder aussi du côté des associations nationales. Oui, il y a toutes les villes en transition. Puis en transition, je pense à Alternativa aussi, il y a le réseau Action Climat, il y a pas mal de... Oui. On peut regarder. Mm. Ok. Alors, on arrive au terme de notre rencontre, de notre réunion. Je ne sais pas si vous avez quelques questions encore. Non, bah, parfait. En tout cas, D'accord. je vais remercier Pardon. Mélanie de ce temps de présentation qui Merci à vous. me semble est précieux pour les travaux qui vont suivre. Merci à vous de votre présence aussi et voilà, et d'avoir répondu présent à cette invitation et cette présentation du PCAET. Donc, je vous rappelle que dans le chat, vous retrouvez le petit lien vers le sondage qui va me permettre ensuite de revenir vers vous pour qu'on travaille ensemble sur les mesures qui vous parlent. Voilà, sur les mesures sur lesquelles vous souhaitez avancer. Donc n'oubliez pas de le renseigner. Je le rappelle, le sondage est ouvert jusqu'à lundi 23h59, sachant que lundi est a priori presque férié. Voilà, et que les rencontres sont programmées sur des temps de 45 minutes, voilà, en fonction de vos disponibilités. Je ferai au maximum pour que voilà, ce soit en fonction de vos disponibilités. Et donc, il y a des temps ces temps de travail se feront en visio. Et il y a aussi la possibilité d'une rencontre en présentiel le samedi 1er juin dans une salle du Pôle Phoenix. Mais là encore, il faut me dire que ça vous tente. Parce que voilà, Merci à toi et merci à Mélanie d'avoir Merci, oui. présenté le PCAET. je vais Merci, récupérer, Mélanie. pardon, Catherine, du coup. Pardon, je n'avais pas de son, donc du coup, excuse-moi Catherine, tu disais. Merci à Mélanie aussi. Merci à toi et à Mélanie de nous avoir présenté le PCAET et de nous avoir donné une vision un peu différente de celle qu'on avait eue précédemment. Donc, c'est très, très intéressant. Très bien. Pareil, merci beaucoup. Eh ben, Oui, merci à merci aussi. vous et très bonne soirée, à très bientôt. À bientôt. Oui, à très Oui, bientôt. à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.